De la blessure naît la vie. 1815, première opération de Jeanne-Élisabeth. 1817, deuxième opération de Jeanne-Élisabeth. Dès septembre 1817, première fondation à Issy-les-Moulineaux. Avec une extraordinaire rapidité, la congrégation s'étend en France. En 4 ans, de 1812 à 1822, ouverture de 28 communautés sur 8 diocèses. À la fin du XIXe siècle, 400 communautés. Les sœurs vivent la disponibilité, un envoi qui désinstalle, dépossède, invite à la nouveauté. Elles font partie de la population, éduquent des milliers d'enfants, vivent leur mission dans des orphelinats, des ouvroirs, des hospices, des pensionnats. Je bénis le ciel. Soigner et instruire les pauvres, c'est imiter le Maître même. De la blessure naît la vie. 1851, fondation à Parme, marquée par la croix. En quelques mois, 3 sœurs meurent, mais d'autres arrivent. L'œuvre prospère presque sans moyens humains, écrit la supérieure. 1854, Salabaganza, 1856, Via della Rancho, 1861, première professe italienne. Les fondations se vivent dans une situation politique très fragile, agitée. 1859, arrivée des sœurs à Bilbao, puis Santurce. Région touchée par la révolution industrielle et les transformations sociales. En France, 1901, 1903, la loi Combes, des centaines de filles de la Croix vivant en communauté dans 286 écoles vont devoir quitter la mission. Elles pourront continuer dans des orphelinats, les hospices, les ouvroirs. En 1904, sœur Marie Gabrielli écrit « Les novices qui arrivent pour l'enseignement doivent accepter soit la persécution, soit l'exil. » De la blessure naît la vie. Octobre 1904. Les 8 premières filles de la Croix arrivent à Winnipeg. Pays neuf, situation nouvelle, mission qu'elles ne connaissent pas. 2 fois par an, au printemps et en automne, des sœurs partiront et des novices arriveront. Veuillez dire à nos sœurs d'Italie que leurs petites sœurs du Canada leur sont de plus en plus unies. Tout le monde se porte bien et nous vivons joyeusement en communauté. C'est sœur Agnès Émilie qui signe, mutilée de 2 doigts, sans gravité. C'est pour excuser l'écriture. De la blessure naît la vie. Novembre 1904, Buenos Aires. Accueil par les pères de Bétarame qui leur dit « Mes sœurs, vous allez à Ramacho, je ne sais pas autre chose. » On allait donc à l'aveugle, vers l'inconnu, mais les cœurs se confiaient à Dieu qui n'abandonne jamais les siens. 1905, des sœurs arrivent pour l'hôpital de Campana. 1906, Ayacucho, Sarate, La Plata. 1974, Sachayo.
1975, Mercedes, qui sera fermée en 1985. 1989, Donadeu. De la blessure naît la vie. Des filles de la Croix en Europe de l'Est, appelées par une famille hongroise. Les sœurs françaises, amenées et protégées par cette famille, sont dans une ville de Slovaquie, à la population en majorité slave, où les Hongrois sont considérés comme l'ethnie dominatrice et occupante. À part les familles juives commerçantes, les enseignants et le personnel de l'administration, personne ne parle ni ne comprend le hongrois, langue officielle enseignée à l'école, langue de l'envahisseur. Les vieillards de l'hospice, les petits de l'asile sont slaves et ne parlent que slave, donc deux langues. Deux langues à apprendre? Laquelle employer? Avec qui? Les sœurs sont bien accueillies par l'évêque, mais sur le terrain, elles vont avoir des difficultés dans le domaine religieux. À Nagy Mikali, ville frontière, existent plusieurs groupes religieux. Les orthodoxes, les uniates, les juifs, les protestants, les latins. Chaque groupe a ses lieux de culte, chaque groupe ignore les autres. Le curé latin, pourtant bien instruit par l'évêque, ne comprend rien à ces religieuses latines qui prient en français et non en latin, qui ne vivent pas cloîtrées dans un monastère comme celle qu'il connaît. Elles le déconcertent aussi par leur communion fréquente, 3 fois par semaine, comme on faisait à cette époque dans la congrégation, et par le fait qu'elles ne se confessent pas à chaque communion. Mais la langue de l'amour est internationale. Les sœurs aiment, soignent. Peu à peu, elles trouvent leur place dans cette population simple où les religieuses de vie apostolique sont inconnues. Guerre de 14-18. Les sœurs sont dans la zone frontière qui change plusieurs fois d'occupants. Sans nouvelles de l'appui pendant 4 ans, ne pouvant pas en envoyer, les sœurs vivent en pleine guerre, soignant les blessés, pour lesquels leur maison est trop petite. Les blessés sont russes, allemands, polonais, hongrois, roumains, tchèques, serbes, autrichiens. Dès avril 1934, en réponse à l'encyclique Rerum Ecclesiae, les premières filles de la Croix missionnaire partent pour la Chine, demandées par les pères de Bétharam. Une sœur canadienne, une italienne, une espagnole et 3 françaises. Communauté de Thalie. Les sœurs vivent bientôt les difficultés de la guerre entre Chine et Japon. Ouverture des postes de Yunchang et de Paochang, surtout au service des enfants. En 1945, on renforce la mission. De jeunes Chinoises, les servantes de la Croix, deviennent professes annuelles. Mais le communisme progresse et les sœurs devront partir en 1952. 1944, Fondation à San Jacinto. 1953, présence missionnaire au Congo, à Kailo, puis à Punia, pour des classes, maternité, soins. Les troubles après l'indépendance du Congo obligeront les sœurs à quitter la mission en 1961. En 1965, Côte d'Ivoire, Korogo. Ouverture du collège de Sainte-Élisabeth, puis fondation à Diko, Gbon, Niélé, Sirasso, Kombolokura, Bonirédougou. 1965-1968, Vatican II. Option courageuse pour avancer dans le monde d'aujourd'hui. Nouveau terrain de mission.
enseigner et guérir sous des formes nouvelles et diversifiées. Dans plusieurs pays, implantation de communautés dans des lieux populaires ou défavorisés. Le partage des tâches avec les laïcs, notamment dans le domaine de l'enseignement, permet une autre prise en compte de la mission d'enseigner. 1969. Arrivée au Brésil des Filles de la Croix. São Paulo, Itaquera, Campinas. 1989, São Luís. 1994, Lima. 1980. Le milieu catholique reste toujours un terrain privilégié pour l'éducation. France, Argentine, Espagne, Italie. Le nombre des Filles de la Croix diminuera peu à peu, mais la présence continuera à travers les tutelles d'écoles. 1988. Fête du 150e anniversaire de Jeanne-Élisabeth. 1996. Pentecôte, fondation au Burkina. Juin 2000. Sœur Maria Laura livre sa vie en offrant son pardon. De la blessure naît la vie. Depuis quelques années, des laïcs partagent notre mission, demandent à partager aussi notre spiritualité. C'est ainsi que sont déjà nées, dès 1994, des rencontres de réflexion, de prière, avec des personnes en lien avec les communautés des Filles de la Croix, soit par le travail, la prière, la proximité géographique. Elles désirent vivre le charisme. Partout des groupes naissent, parfois après le départ des communautés. 2014, première rencontre internationale de la famille Filles de la Croix. 2007, avec le Christ, lumière du monde, un autre monde est possible. Anémolente, la vie est en marche. Enracinée dans l'histoire, la congrégation continue les choix d'insertion dans les milieux de pauvreté. On fonde des communautés parce qu'on est précaire. On ne fonde pas parce qu'on est assuré d'avoir, mais pour aller de l'avant, pour faire naître l'Église. La précarité est une chance. On ne donne pas de son superflu, on donne de son nécessaire, nous dit le Père l'écrivain. Et c'est l'ouverture de Belo Horizonte, de Boulogne. C'est la consultation, puis l'ouverture de la mission en Thaïlande. « 2011, Conseil de congrégation. Unir nos forces pour la mission. Un appel pressant et urgent à unir nos forces, à penser la congrégation, son animation et sa mission. La tâche est passionnante, et chacune a sa part dans ce nouvel espace de la vie et de la mission de la congrégation. Défi de la participation. 2013, 14 septembre, ouverture de noviciat unique international et interculturel. Force du « me voici » des jeunes et du « me voici » de la communauté de Ouaga, avec des membres de tout pays et nationalité au service du plus grand que l'Afrique. Ce n'est pas une question de survie ou de conjoncture vocationnelle qui nous pousserait à réunir un nombre insuffisant de novices, pris par pays pour constituer un groupe suffisamment grand, pour une expérience commune à une étape donnée de la formation comme le noviciat.
La formation à l'interculturalité est une exigence vitale, faisant partie de la dynamique de croissance et de maturation de votre institut. Aujourd'hui, dans le souffle qui a traversé notre histoire, ne craignons pas d'avancer au large. Il est fidèle, celui qui nous appelle et nous conduit. La pêche sera abondante.